Bon, on va profiter de ne pas être trop en retard pour pas en accumuler encore maintenant. Bon, on vous le dit tous, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est assis là, c'est assez agréable de voir cette salle qui déborde. Hein. Maud était un peu nuancé, mais je trouve que c'est le cas chaque année. C'est peut-être encore plus le cas cette année, donc tant mieux. Est-ce que c'est le signe d'une inquiétude grandissante ou d'une mobilisation croissante? Ça, on verra. Moi, je m'appelle Jonathan Boucher-Petersen, donc je suis éditorialiste politique à Libé. On va être ensemble jusqu'à 13h30 avec en gros une rencontre un peu en deux temps. Donc d'abord avec Camille Etienne pendant une grosse demi-heure, puis avec la ministre Agnès Pannier-Runacher que j'ai vu s'installer un petit peu plus loin là-bas dans une deuxième partie, donc qui nous amènera de 12h45 à 13h30 à peu près. L'idée c'est qu'à chaque fois on garde un petit peu de temps pour prendre vos questions. Donc je vais essayer de ne pas faire des questions trop longues, même si c'est voilà, mon gros défaut. Donc on va commencer tout de suite. Merci Camille Etienne d'être là ce matin. Merci à vous. Donc on ne vous présente pas forcément, mais juste pour vous situer, donc activiste du climat, un des visages de cette mobilisation citoyenne et générationnelle. Rappelez juste que vous aviez publié il y a 2 ans un livre qui s'appelait Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. Alors, assez spontanément, j'aurais tendance à dire que les 2 années qui viennent de s'écouler depuis la publication de ce livre n'ont pas été absolument enthousiasmantes. Et en même temps, il y a eu des luttes. Il y a cette espèce de tension entre des luttes qui continuent à exister, des gens qui se mobilisent, et puis un sentiment quand même de grande régression à l'échelle des dirigeants, que ce soit à l'échelle mondiale. On peut évidemment se focaliser sur Donald Trump, mais il y a des signaux qui sont pas très positifs du côté de l'Union européenne. Et on aura l'occasion de parler en France. Voilà, il y a la bataille pour la lutte contre le dérèglement climatique reste un combat quotidien, et on verra avec la ministre si elle a le sentiment de se débattre dans un univers où c'est plus forcément au premier plan, mais c'est un peu le sentiment qu'on a et qu'on évoquera après. Camille, donc j'ai entendu il y a quelques jours avoir une parole positive, donc on va peut-être commencer par là, sur cette espèce de décalage que vous affirmez, que vous sentez entre la grande régression du côté des dirigeants et en même temps une conscience citoyenne qui continue de progresser, et des gens qui attendent parce qu'ils sont conscients de ce qui guette et des urgences qui montent. Donc voilà, peut-être qu'on peut commencer par une des rares touches optimistes de la matinée, avec voilà, cette conscience citoyenne sur laquelle il faut continuer à s'appuyer pour faire bouger les choses. À vous. Bonjour déjà, merci d'être tous et toutes là, c'est assez génial. Je ne sais pas malheureusement si c'est une bonne nouvelle parce que ça montre surtout la polarisation entre des élites économiques et politiques et le reste de la population. Parce que ça se base, cette intuition que j'ai, plutôt sur des travaux de recherche en fait. C'est pas juste moi qui me dis « Ah, j'ai l'impression que la population elle est partante là ». C'est vraiment juste en ayant pris le temps de retourner faire des études. Donc là, je suis là juste une semaine, mais je repars à Oxford demain. Et donc j'ai eu le temps de rencontrer des chercheurs qui vraiment passent tout leur temps à étudier quel est le pouls de la société, entre autres. Et notamment, je vais rencontrer un qui se trouve être français, mais qui est à Oxford, qui s'appelle Théodore Valland, et qui travaille, lui, précisément sur comment est-ce que les mesures politiques sont perçues, sont reçues dans la ruralité, donc en dehors des villes. Concrètement, est-ce que les Français et les Françaises sont pour ou contre les mesures écologiques? On entend souvent cette petite musique qui est de dire on a un énorme backlash, l'écologie recule dans la préoccupation des gens, c'est un non-événement, on n'est que quelques poches de résistance, mais globalement, vraiment, le climato-scepticisme monte. Et en fait, ce que montre la recherche, c'est que à la fois, on a une polarisation, donc on a en effet un climato-scepticisme qui augmente et qui est activé, mais on a en lame de fond vraiment une acceptation finalement très grande des mesures écologiques. Et ce qui montre, en fait, quand on fait de la recherche, on peut faire soit du quantitatif, pour ceux qui ne connaissent pas, donc soit on peut faire des sondages, on a plein de chiffres, et sur une grande partie de la population, on essaie de faire des échantillons représentatifs, soit on peut aussi faire du qualitatif, c'est-à-dire au-delà d'un sondage où on prend 10 minutes à répondre à un questionnaire un peu comme ça à la fin de la journée, on peut faire les chercheurs font parfois des grands entretiens avec les gens. Et on arrive à des analyses beaucoup plus fines de ce que vraiment va penser une partie de la population. Et donc ce qui montre, c'est qu'une immense majorité de la population est partante pour faire des efforts, y compris qui veut dire réduire leur propre confort, à condition seulement qu'il y ait une exemplarité des élites. C'est-à-dire que la plupart des Français sont d'accord d'arrêter de prendre l'avion
seulement si on a un Premier ministre qui prend un jet privé pour aller à un conseil municipal à Pau. Forcément, on a envie de se dire, on se fait un peu prendre pour des cons, pardon, mais c'est le sentiment général. Et donc, si on n'a pas une exemplarité de ceux qui sont principalement responsables de la crise climatique, alors qu'ils sont les premiers à ne pas subir les effets, les plus riches sont, ça c'est les études d'Oxfam, je ne vais pas les répéter ici, mais en fait on a besoin de sentir faire partie d'une équipe. Si on a l'impression qu'on est les seuls à courir autour du terrain, c'est injuste, et donc ce sentiment d'injustice crée l'isolement et crée des comportements individualistes. Donc pour faire société, pour que la société entière soit prête à changer, on a besoin d'une exemplarité totale et qu'on ne demande pas plus à ceux qui peuvent le moins. Donc sur le backlash, c'était la nuance que je voulais mettre. C'était, merci beaucoup. J'ai en pleine allergie, donc du coup je risque de me moucher de temps en temps. C'est le printemps. Donc en fait, ce que montrait ce backlash et le papier qu'on avait essayé d'écrire dans Libération d'ailleurs, c'était avec ce chercheur-là, c'était pour montrer que il y a vraiment une dissonance entre ce à quoi aspire une partie de la population, une grande partie de la population, et ce qu'on voit en traduction dans les faits. Le sujet écologique est complètement écarté des débats. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là aussi. Là, on est en train de vivre un backlash zélite, mais stratosphérique. Et je ne vais pas vous faire la liste très longue, mais juste quelques faits. On est quand même, en quelques mois, on a basculé dans un monde où le mot climat est interdit aux États-Unis, où la France devient un pays d'accueil, devient un pays refuge pour les chercheurs. On en est là, quand même. On a des chercheurs qui fuient les universités américaines pour venir en France, tellement ils ont peur de ce qui se passe là-bas. On a des agences d'État indépendantes aux États-Unis qui sont fermées. La responsable scientifique de la NASA, elle s'est fait virer, mais non seulement elle s'est fait virer, mais son poste entier a été remercié. Donc, ce qu'on voit, ce qui se passe à l'autre bout du monde, pour moi, c'est vraiment juste l'idée qu'on a un sursis et que de ce sursis, on doit en faire un sursaut parce qu'on peut se rendre compte qu'on est déjà en train de dévier. On est déjà en train de dévier quand on a l'extrême droite, mais aussi la droite, qui attaque l'ADEME, une agence d'État indépendante, qui attaque l'OFB, qui attaque l'ONF. Et donc en fait, on se rend compte que ces agences qui sont censées être quand même des agences d'État indépendantes, on ne parle pas d'éco-terroristes, n'est-ce pas en fait, si on en est là, si on en est déjà à avoir ces espèces d'endroits qui sont censés assurer la stabilité et la cohérence de l'action de l'État, qui sont menacés, on peut se dire que ça risque la pente risque d'être beaucoup plus glissante que ce qu'on imagine. J'entends complètement. Je pense qu'il est assez pertinent cet argument de l'exemplarité, évidemment, pour entraîner, et que sinon on a l'impression que c'est pareil sur les questions fiscales, c'est pareil pour beaucoup de sujets dans la société. Et en même temps, il n'empêche que voilà, quand l'occasion est donnée aux gens de s'exprimer dans les urnes, que ce soit en France ou dans d'autres pays, il y a peut-être quelque chose qui a été raté dans ce lien entre voilà, la préoccupation qui reste tout en haut dans les études d'opinion et la capacité à vouloir le traduire dans les urnes en élisant des gens qui vont un peu dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'en tant que militante du climat, vous êtes aussi un peu cette espèce de pont entre des mobilisations citoyennes et la capacité à peser sur la décision publique. Est-ce qu'il y a une part de questionnement, d'introspection en disant qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on a raté? Est-ce que cette espèce de débat qui est peut-être stérile entre une écologie qui a fini par apparaître non pas comme une chance mais comme une espèce de contrainte en plus, voilà, est-ce que ça interroge les militants du climat en se disant peut-être qu'il faut qu'on ajuste dans cette bataille culturelle qui est compliquée parce qu'en face vous avez des lobbies organisés, vous avez des gens pour qui le statu quo n'est pas un sujet. Donc voilà, est-ce que c'est simplement, on s'appuie sur ceux qui sont d'accord avec nous, mais comment est-ce qu'on va chercher tous les autres pour que, dans une élection, ça finisse par élire des gens qui ont envie de changer les choses, quoi. Vaste sujet, je sais. Un peu, hein. J'allais dire, là, moi je veux bien, mais vous allez être coincé pendant un moment. Donc non, je vais glisser surtout sur... Il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je vais juste ouvrir un des tiroirs de cette pensée-là. Bien sûr que on peut faire mieux. Bien sûr qu'on peut réussir à montrer, j'espère en tout cas, que pour une grande partie de la population, en fait, faire face de manière ambitieuse à l'urgence écologique, ça peut être mieux. En tout cas, l'écologie que je défends, c'est une écologie politique, c'est une écologie sociale, c'est une écologie de justice sociale. Donc c'est donner à chacun et à chacune les moyens d'avoir des comportements écologiques. C'est faire en sorte que ma mère ou même mon père, les deux habitent dans différentes régions de la montagne, mais il n'y a aucun transport en commun. Donc en fait, évidemment qu'on a un 4x4, mais on ne peut pas se déplacer autrement actuellement. Donc en fait, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte, par des politiques publiques, qu'on arrive
à la fois à permettre à tout un chacun d'avoir des comportements plus écologiques, donc par exemple de subventionner l'agriculture industrielle et ne pas défoncer la loi d'orientation agricole, ça peut être une idée, pour faire en sorte que chacun et chacune puisse avoir accès à une alimentation de qualité, que ce ne soit pas un luxe de bien se nourrir. Mais au-delà de ça, je pense que on n'a pas assez pris au sérieux la menace écologique. Il y a encore quelque chose qui, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore hacké véritablement ce qui est en train de se passer. Quand je vous parle des services publics, on peut se dire, bon, très bien, c'est un peu mou comme proposition. Quand on regarde les travaux de Piketty et de Julia Cagé, qui ont regardé les structures du vote depuis vraiment plus de 50 ans, ils sont même revenus avant, mais on se rend compte que dans les 50 dernières années, toutes les fois où les votes ont été récupérés par l'extrême droite, en fait, c'est dans des endroits et dans des régions, les services publics en proximité, près de chez nous, dans nos villes, dans nos mairies, dans nos cantons, étaient pauvres. Donc on avait très peu de services publics, on n'avait pas une bonne crèche, on n'avait pas une bonne école publique, les hôpitaux fermaient. Et donc c'est sur cette insécurité-là qu'on va avoir des discours fascistes qui vont en faire leur terreau. Et donc l'idée de dire on va tout miser sur le fait d'avoir une solidarité, c'est un mot qui est tombé complètement en désuétude, qui paraît hyper désuète, la solidarité comme ça. Mais en réalité, si on fait des politiques publiques ambitieuses de solidarité, c'est-à-dire on va mettre en commun des besoins, et au lieu de dire les Français ont besoin de voitures, on en a besoin de mobilité, on a besoin de pouvoir se déplacer. Et donc, si on y répond, ce que ça montre dans l'histoire, c'est qu'on réussit à avoir des élites progressistes qui ensuite prennent le pouvoir. Donc c'est une stratégie très, très, très concrète. Et non, je sais qu'il y a, parce que pour le coup, quand je vous entends parler de mobilisation générale, de capacité à mobiliser des moyens, on a l'impression qu'on y assiste à l'échelle européenne, mais face à un autre risque identifié et pointé, qui est donc celui de Vladimir Poutine. Donc d'un côté, on a le sentiment que le militaire est capable de mobiliser la Commission, les États, avec des centaines de milliards et des sommes qu'on ne pensait même pas mobilisables. Ça, c'est un débat. Et de l'autre côté, je crois que ce que vous appelez la guerre contre le dérèglement climatique, en tout cas de se mettre dans l'idée qu'on est face à aussi un vrai risque vital, avec des manifestations, que ce soit les inondations à Valence, les super-feux aux États-Unis, les épisodes Cévenol de plus en plus violents, et cette espèce de discours selon lequel l'extraordinaire devient la norme et le hors-norme devient quasiment quotidien à l'échelle du monde. Voilà. Comment est-ce que vous regardez ça? Parce que pour le coup, on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent magique. Encore une fois, c'est une question de choix, c'est une question de prise de conscience. Et on a l'impression qu'il y a une guerre hypothétique qui prend le dessus assez concrètement dans les moyens sur une guerre quasiment acquise, en fait. Merci pour cette question, parce que pour moi, c'est le sujet. En fait, on a potentiellement une opportunité très, très grande de faire avancer nos idées écologiques et sociales. Pourquoi ? D'abord, je pense que la guerre n'est pas hypothétique. Je pense que si on veut être pris au sérieux, il faut aussi qu'on soit capable de voir toutes les menaces. Et en tant qu'écologiste, je défends l'idée de suivre les consensus scientifiques, d'écouter les alertes même quand elles ne me font pas plaisir. C'est la racine de notre engagement. C'est d'être capable de voir la vérité en face, de prendre la bonne pilule dans Matrix et de ne pas fermer les yeux. Donc quand on voit une menace russe, quand on prend le temps, et ce que je fais à Oxford, c'est notamment aussi du droit international, c'est de voir qu'il y a une réelle menace. Alors on n'aura peut-être pas des tanks dans notre jardin, mais par contre, on est sur une réelle menace de guerre hybride. Donc les discours qui minimisent ça, je les trouve très dangereux. Parce que c'est une infantilisation de la population. C'est dire n'ayez pas trop peur, ne paniquons pas, comme l'impression que quand on va chez le médecin, on fait nos diagnostics et puis après on dit merci, attendez dans la salle d'attente et je vais parler à votre mère. J'ai toujours trouvé ça très bizarre. Donc j'ai cette impression-là quand on minimise la menace. Qu'est-ce que c'est très rapidement une guerre hybride et la réelle menace qu'il y a? C'est d'accentuer les clivages. C'est de faire en sorte qu'une société soit fracturée, qu'une société soit fatiguée, qu'une société soit sidérée. Ce qu'on fait actuellement là déjà les services russes, c'était d'aller taguer des croix gammées pour créer vraiment pour le coup une inflammation de la société française. C'est d'aller créer des fake news, créer des trolls sur les réseaux sociaux partout pour créer des fake news qui nous occupent. La manière dont on peut faire pour résister à ça et pour éviter ce qui s'est passé en Roumanie par exemple, où les élections ont été complètement bouleversées par l'ingérence russe. Comment est-ce qu'on peut faire pour y résister? À mon sens, c'est précisément de refuser cette sidération,
de refuser ce bruit ambiant qui fait qu'on ne fait que commenter, qu'on est condamné à commenter un salut nazi par ici, de commenter une phrase complètement lunaire de Trump par là, où ce qui était choquant autrefois devient fade parce que tout est burlesque. Et donc on est uniquement condamné à cette réaction. Quand on est dans cet état de réaction, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours perdu, on est toujours un peu essoufflé, déjà en retard, trop tard. Et donc résister pour moi, c'est d'être capable de dire on débattra et on discutera de ce dont on décide qui est important. Donc on ne vous laissera pas essayer de nous troubler, en fait, de faire de la société une eau trouble. On restera concentré, on restera ambitieux, exigeant et stratégique sur les sujets qui comptent vraiment. Et donc on refusera ce backlash écologique. Et donc on fera en sorte que des lois concrètes, des avancées réelles soient votées. C'est ce qu'on a fait avec les polluants éternels. On s'est battu pour que ça existe, mais vous n'avez pas idée à quel point on s'est battu pour que ce sujet existe, mais même dans l'espace médiatique. Parce que partout on nous disait, écoutez là, oui, enfin bon, le nombre d'émissions qu'on nous a annulées, parce qu'il y avait plus urgent, parce qu'il y avait une phrase à commenter d'un tel, parce qu'un tel avait l'idée loufoque de faire quelque chose. Pendant que nous, on disait, mais il y a des millions de gens, de Français, qui meurent là, chaque année potentiellement dans des plus grands scandales sanitaires de notre génération. Et vous pensez que c'est pas urgent? Vous pensez que c'est pas assez important? Que ça fait pas assez de gros titres? Et donc, on l'a imposé ce sujet, grâce aux gens. Alors, uniquement, c'est vraiment venu de la base. Donc, cette résistance-là, d'abord, pour moi, elle est vitale et on a la possibilité, bien plus grande que ce qu'on imagine, d'imposer des sujets. On peut décider de l'agenda, on n'est pas obligé de se faire imposer les termes du débat. Et ensuite, pourquoi je disais qu'il faut qu'on puisse être capable de prendre la menace au sérieux? Prendre la menace au sérieux, ça veut dire en effet préparer la guerre pour l'éviter, ça veut dire en effet avoir une défense plus grande pour faire en sorte qu'on puisse réussir à dissuader l'adversaire de nous attaquer quand on a le retrait des États-Unis, ce qui est un bousculement total de l'ordre mondial. Mais on est là à un péril qui est quand même terrifiant, c'est-à-dire que potentiellement on a une armée très grande qu'on va mettre dans 2 ans aux mains d'un gouvernement d'extrême droite, qui est pour le coup trumpiste, qui est pour le coup poutiniste. Donc on est potentiellement en train de préparer une armée super puissante qu'on va mettre dans les mains d'un gouvernement proche d'autocrates. Pour éviter ça, cette ligne funambule extrêmement fine, la seule chose qui me semble pertinente, c'est de, dans le même temps, décider de faire un État social extrêmement fort. Pour la simple et bonne raison de l'exemple que je vous disais tout à l'heure de la recherche de Julia Cazé et Thomas Piketty, c'est que si on décide de dire, écoutez, à situation extraordinaire, moyen extraordinaire, le quoi qu'il en coûte qu'on avait pendant le Covid, l'idée que là, les fameux 3% de déficit, on est capable de potentiellement les mettre un peu de côté parce qu'il y a une menace très importante russe, et bien dans ce cas, quand il y a une menace très importante écologique et sociale, quand l'insécurité, elle vient à la fois des autocrates étrangers, mais elle vient aussi de l'intérieur. On a aussi cette insécurité d'une précarité étudiante quand on ne peut pas payer les fins de mois. Est-ce que vous pensez qu'on se sent en sécurité? Quand on n'arrive pas à journée debout, est-ce que vous pensez qu'on se sent en sécurité? Donc, mon point, c'est de dire que si on veut être sérieux et être capable d'avoir le courage de voir la menace et d'y répondre, très bien, mais dans ce cas, faites-le sur toutes les menaces qui nous guettent. Et arrêtons de détourner les yeux d'une urgence écologique qui n'est pas quelque chose de lointain, qui tue, je répétais les chiffres, simplement la pollution atmosphérique, 40 000 personnes qui meurent chaque année en France, c'est les chiffres du Covid. 40 000 personnes qui mouraient par an entre 2020 et 2023, c'est exactement les mêmes proportions. Et je faisais partie de ceux et de celles qui disaient que bien sûr qu'il fallait qu'on prenne des mesures extraordinaires pour faire face à cette crise sanitaire. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on est absent quand on a une catastrophe écologique, pas seulement une crise, une catastrophe écologique qui ne nous guette pas, qui est déjà là. L'abîme, il est déjà là. Donc, je voulais juste finir sur ça, c'était important pour moi pour rappeler que oui, il y a une menace et oui, être courageux, c'est répondre de manière cohérente à toutes les menaces, mais si on veut réussir à ne pas sombrer vraiment pour le coup dans un gouvernement fasciste, il va falloir qu'on mette les paquets doubles et qu'on dise que l'écologie, c'est pas un sujet sur le côté, que vraiment ça devient la priorité totale et absolue.
Vous n'avez pas vu, mais j'ai vu que Madame la Ministre vous applaudissait aussi là-dessus, donc ça fera le lien avec l'échange qu'on aura après. Non, je vous entendais dire, ça c'est mon plan, mais c'est mon plan, c'est quoi? C'est un plan à 10 ans, c'est un plan à 2 ans? J'ai l'impression qu'on est au carrefour. De la Russie, malheureusement, on est au carrefour de tellement d'urgence que c'est aussi ça la difficulté en fait, c'est qu'une urgence chasse l'autre en fait, qu'on n'est pas capable. Non mais j'entends le discours global de dire tout se tient, mais c'est vrai qu'on a le sentiment dans la vie médiatique comme dans la vie politique que bah voilà, peut-être qu'il y a eu un élan sur les questions écologiques, on avait le sentiment que des acteurs qu'on n'entendait pas spécialement sur le sujet étaient dans une forme de réflexion ou de bascule. Il y avait quelque chose qui pouvait rendre un peu, pas forcément enthousiaste, mais un peu optimiste. Après que tout d'un coup, bah, la dimension militaire, géopolitique prend, et on zappe un certain nombre d'autres sujets, ce que vous dites, la capacité à tenir l'agenda. C'est vrai que l'émetteur Donald Trump, en termes de trollisme mondial et généralisé, tire pas tout le monde vers le haut et impose un agenda. Enfin, c'est toute la stratégie de Steve Bannon de dire on va leur balancer 3 conneries, ça va les occuper. Pendant ce temps-là, on va avancer sur le démantèlement de l'État social et tout le reste. Donc voilà, il y a quand même une difficulté. Donc ce que vous décrivez, c'est quasiment un programme présidentiel, ou en tout cas l'idée de... Non, voilà, je sais que ça peut faire partie des sujets, mais il n'est pas porté de façon majoritaire dans la population aujourd'hui. Donc en fait, comment on fait là maintenant, tout de suite, quoi? Est-ce qu'on se contente de... ça fera le lien aussi avec ce qu'on dit après, mais c'est-à-dire de s'adapter, de dire voilà, on est face à une urgence qui est devenue tellement grande qu'on voit aussi dans certaines études qu'il y a une forme de fatalisme parce que les signaux ne sont pas là, parce que les acteurs vraiment structurants ne sont pas au rendez-vous et que les gens sont confrontés aussi à beaucoup d'autres urgences, de précarité, enfin tout ce que vous décriviez. Donc il y a parfois cette tension entre je suis lucide sur le risque, je suis conscient de l'urgence et en même temps j'avance un peu comme je peux au quotidien. Donc est-ce que là-dessus, voilà, il y a des leviers, il y a des façons de dire il faut y croire et pas de fatalisme, pas de résignation, parce qu'on sent quand même que voilà, derrière le backlash confortable et le fait de mettre ces sujets au second plan, voilà, il y a des gens qui se disent de toute façon on est en train d'atteindre un tel niveau de non-retour que je croise les doigts pour la science et en tout cas les dirigeants ne seront pas au rendez-vous dans le temps qui nous est imparti. Enfin, j'entendais Claire Nouvian dire en gros on est déjà à minuit et quart tout à l'heure, on a déjà dépassé le point où on aurait dû se lever et se révolter. Donc voilà, vous y croyez parce qu'on est quand même dans un sacré étau. Hein. Donc là, abîme de réflexion, c'est normal. C'est Edgar Morin qui m'aide à répondre à cette question par la manière dont il fait la différence entre ce qui est complexe et ce qui est compliqué. Et c'est cette idée que quand on a un moteur de voiture, on peut le démonter, puis le remonter complètement, changer une pièce et ça fonctionne. C'est compliqué. C'est compliqué de le faire, je serais incapable de le faire. Si on fait la même chose d'un corps humain, si je vous démontais, Jonathan, désolé, que je vais essayer de réparer votre cheville qui ne marche pas, si je la remets ensuite, vous serez probablement mort ou en tout cas amputé. C'est pas génial. Parce que vous êtes un système complexe et c'est ça qui est profondément intéressant. C'est ce qui fait que, bon, moi je trouve que c'est ce qui fait que l'existence a un peu d'intérêt, quoi. Et ce à quoi on fait face, c'est profondément complexe. C'est-à-dire que toute personne qui viendra avec l'idée qu'il suffit de changer une des pièces du moteur est un marchand de doute et un populiste, un autocrate en puissance. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a un écosystème qui est menacé, quand on a un écosystème qui est en train de se déliter? Eh bien, on y répond avec un écosystème d'action. Et c'est pour ça que je me suis toujours refusée de prêcher la bonne parole sur voilà le mode d'action précis, voilà comment vous devriez faire, voilà comment vous devriez agir. Vous devriez quitter votre emploi, vous devriez déserter, vous devriez au contraire rester et tenir droit. Vous devriez être lanceur d'alerte, vous devriez rejoindre des associations ou au contraire rentrer dans des entreprises. Je me suis refusée à ces pronostics-là parce que ce que je trouve bouleversant dans les révolutions, là je parle plutôt des révolutions démocratiques qu'on voit un peu partout en train de naître en Europe. Hein. On est quand même à des prémices assez folles en Géorgie, en Serbie, en Turquie. C'est que on résiste à la fois avec avec les deux pieds dans l'histoire. Et c'est ce que je trouve très beau, c'est la permanence de ces moments de révolte. C'est dans ces moments-là où c'est particulièrement vertigineux que moi, ça me donne envie de m'appuyer sur nos aînés, de relire des anciens textes, d'aller parler à ceux qui ont résisté avant nous et qui le font encore aujourd'hui beaucoup. Là, je vois François, je vois Claire,
C'est dans ces moments vertigineux que moi j'ai envie d'aller voir comment est-ce que ceux qui ont tenu bon pendant toutes ces années et qui ont fait face à des moments où nous, on a l'impression qu'on est les premiers, qu'on est les nouveaux, que c'est tellement original la situation dans laquelle on est, d'aller voir un peu les plus anciens et de dire attendez, on a le temps, prenons un pas de côté, prenons un pas de recul et précisément ne nous laissons pas être sidérés. Et ce que je trouve d'important, c'est qu'en fait cet acte-là, c'est un acte de résistance profond et total. Parce que la fatigue, parler de fatalité, moi je trouve que c'est plus encore que la fatalité, c'est vraiment la fatigue. Cette fatigue-là, cette espèce de brouillard qu'on a dans les yeux en regardant, en scrollant nos écrans de toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent, des choses à faire partout, de telles manifestations ici, tel combat à rejoindre, telle chose à faire. Cette fatigue-là, elle crée une disjonction totale. Et c'est un outil des autocrates, la fatigue. Vraiment, c'est-à-dire que quand on regarde dans les dictatures même, la fatigue est un outil de domination et de coercition. On force à l'obéissance quand on est épuisé et fatigué. Donc, reposez-vous, ça paraît être un drôle de conseil. Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout organisons-nous. C'est vraiment, sincèrement, organisons-nous, soyons stratégiques. Claire m'a beaucoup appris sur ça, à ne pas courir de partout et à dire ça prendra peut-être 2 ans, ça prendra peut-être 3 ans, ça prendra peut-être 10 ans, mais on gagnera. Quand on a fait les polluants éternels, vraiment, je peux vous dire qu'au début, tout le monde nous disait mais il n'y a aucune forme de chance que vous arriviez à mettre, que cette loi passe. Et puis, bon, vous avez réussi à l'Assemblée nationale, elle ne passera jamais au Sénat. Oui, mais elle ne repassera pas en dernière lecture. On oubliera, on passera à autre chose. Et en fait, c'est dans ces moments, les moments pour moi qui sont les vrais moments de résistance, les vrais moments où il faut un peu penser plus grand que soi, c'est dans des moments où c'est dur et dans des moments où c'est pas à la mode de s'engager, où il n'y a pas cette joie, cette facilité, où on ne suit pas un mouvement comme ça. C'est dans ces moments-là où c'est terrifiant, quoi. Et où on se dit un peu comme aujourd'hui, on est crevé, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Est-ce qu'on n'a pas envie finalement de détourner le regard Est-ce qu'on n'a pas envie d'abandonner ce goût-là, de vivre un peu pour nous, d'arrêter de penser toujours à plus grand et à après, mais de vivre un peu pour nous. C'est dans ces moments-là qu'il faut se sortir de soi-même et se dire, on continue. Et on peut le voir qu'il y a des victoires réelles qui existent. On a réussi avec les polluants éternels, on réussira, j'espère, le combat de François, de Claire Nouvian aussi, pour protéger réellement nos aires marines. Ça va prendre du temps, les forces sont contre nous, réellement contre nous, mais moi j'y crois pas seulement parce que j'ai comme ça un espèce de... C'est pas vraiment une croyance, c'est plutôt une espérance profonde dans le fait que je trouve l'intelligence folle des gens autour de moi. Je trouve que la population est brillante quand on voit dans les mouvements. En fait, j'ai toujours eu cette chose fascinée du niveau d'imagination, de créativité qu'il existe dans la résistance. Et ça me donne une force folle parce que je me rends compte que rien résiste à une vague immense. Mais pour ça, il faut que vous la rejoigniez. Ça me semble un bon mot de conclusion. On va faire des questions. Ça tombe bien parce qu'on va faire appel à votre créativité, votre imagination, puisqu'on va faire tourner un micro pour compléter. Alors juste parce qu'on est évidemment dans des moments timés, c'est toujours tentant de faire des longues questions. Comme je disais, j'ai ce problème. Mais voilà, si on pouvait être dans des interventions un petit peu courtes et qui permettent au maximum de personnes d'avoir le micro, ce serait bien. Il y a des mains qui se lèvent. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'imposer des narratifs un peu finalement dans la société, dans les médias. Comment faire justement pour essayer d'en imposer davantage sur les sujets écologistes, notamment qui viennent, je ne sais pas, de la société civile ou de personnalités politiques, et pas que d'activistes qui sont très connus comme vous. Comment imposer des narratifs ? Oui. Sagvé. Merci beaucoup. Encore une fois, je n'ai pas de recette de cuisine, mais je peux simplement vous dire ce qui a marché les fois où on l'a fait, sur l'exploitation des fonds marins, sur le ICOP, sur les polluants éternels, qui sont un peu quand même les 3 gros sujets ces dernières années où j'ai mis beaucoup de temps. La réponse, c'est le temps. Alors, ce qui est très paradoxal, parce que ce que je vous disais, c'est qu'on est à la fois dans une course en avant totale, que tout est urgent partout, et réellement urgent,
parce que chaque jour qui passe, c'est des vies humaines et non humaines qu'on risque et qu'on perd. Mais c'est d'être très, très, très stratégique. Et donc, d'essayer de faire en sorte que ça vienne de absolument partout. Sur les polluants éternels, par exemple, c'était de se dire est-ce que l'axe environnemental va marcher? Très peu. Donc on va prendre un axe sanitaire. On va se rendre compte qu'on va plutôt... parce que c'est aussi un scandale environnemental total. Hein, les eaux sont polluées, les sols. Mais on n'a volontairement pas pris cet axe-là parce qu'on s'est dit si on veut réellement réussir à créer un mouvement, on va s'attaquer plutôt à ce qui concerne absolument tout le monde, c'est-à-dire le cancer potentiel de leurs enfants, l'Alzheimer de leurs partenaires. Donc les poils anti-adhésifs, c'est quand même ça qui a apporté sur le plan médiatique, quand vous avez fait la tournée avec des poils ça a quand même bien marché. Non, c'est pas ça, sinon ils vont être restés longtemps dans la salle. Donc je ne vais pas faire le procès de Tefal maintenant. Mais on a aussi, c'est loin d'être fini. Alors là, ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini. La science est totalement de notre côté, heureusement pour ça. Nous plutôt des leurs. Mais oui, c'était assez fascinant de voir le niveau de lobby auquel on a pu faire face. Hein. Et ce qui était assez prévisible par ailleurs, parce que mon deuxième point, c'était de dire aussi de s'organiser en dehors de nos frontières. Et c'est pour ça que je suis partie à Oxford, dans un endroit où il y a beaucoup de... Je suis avec des personnes qui sont battues contre les talibans en Afghanistan, d'autres qui font partie de la révolution en Géorgie. Donc en fait, c'est essayer de se connecter. Je suis en classe avec Vanessa Nakate qui est en Ouganda. Donc en fait, c'est de se dire, on prend le temps aussi de se serrer les coudes entre personnes à travers le monde qui ont vécu avant nous. En fait, c'est de ne jamais imaginer qu'on réinvente l'eau chaude. Et quand je vous dis ça, c'est de vous appuyer sur les meilleurs à chaque fois. Dans un domaine, de se dire qui a le plus de connaissances sur le sujet. Sur les polluants éternels, on est allé voir des chercheurs du CNRS, mais aussi des gens au Danemark et aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs celui qui a fait émerger le scandale, Robert Bilott, qui a été notre plus grand interlocuteur. Donc c'est cet avocat américain, et lui nous a dit voilà ce que va vous dire l'industrie à peu près. Nous à chaque fois on a fait face à tel argument, et en fait il a prédit exactement ce qui se passait. Donc, il nous a dit pour être prêt, il faut que vous soyez impeccable sur tel sujet, il faut que vous alliez parler à tel expert qui va vous expliquer la nuance précise. Donc en fait quand on arrive dans le moment médiatique où on entend parler des sujets, c'est des mois et des mois de préparation avant. En tout cas pour moi c'est des mois et des mois de connaître. En fait on aura toujours un désavantage par rapport à nos adversaires, c'est que prenez juste les polluants éternels. L'industrie chimique au niveau européen a augmenté son budget qui équivaut maintenant à 34 millions d'euros en lobbying au niveau européen par an. Je ne sais pas si vous réalisez Nous, on est là avec 3 ficelles, quoi. Et plein de gens et des scientifiques géniaux, mais on envoie des mails et qui font ça le soir. Donc on n'est pas tout à fait égaux en termes de puissance, disons. Même si on est du bon côté de l'histoire, on n'est pas tout à fait égaux en termes de puissance. Donc pour résister à ça, c'est vraiment beaucoup de travail de fond parce qu'on n'a pas le droit à un écart. On n'a pas le droit à une approximation scientifique, sinon ils vont s'engouffrer dans la brèche. Parce qu'on attend, nous on fait la même chose, on attend qu'ils le fassent pour s'y engouffrer. Donc c'est vraiment être très exigeant et pas trop pressé, travailler beaucoup, toujours, et être capable de penser contre soi, de voir ces angles morts, de penser toujours contre soi et de s'organiser avec d'autres à travers les frontières. Je dirais que c'est mes 3 conseils. Question suivante. Je pense qu'il faut que les réponses s'adaptent un tout petit peu à la... Je vais plus rapide. Sinon, moi, je vais péter un plomb. Oui, bonjour. J'aurais juste une petite question personnelle. Je sais que les combats sont difficiles, sont usants, fatigants. Comment vous faites, vous, personnellement, et vos collègues, pour tenir le coup sur la longueur et sur tous les combats que vous menez? Merci. Écoutez... Comment je fais? Non pas que j'y arrive particulièrement, hein, j'aime pas vous mentir. Moi, je fuis beaucoup à la moitié. Je fais ça notamment avec François. Je pense que sincèrement, c'est sans vanité, mais les plus beaux moments de ma vie, c'est des moments en bateau, en voilier. Et c'est des moments où alors vraiment, je suis la plus heureuse du monde. Et on a fait partie d'un programme de recherche qu'ils font sur les cachalots, sur étudier avec l'université de Toulon, professeur Glotin, les trajectoires des cachalots. Et c'est des moments où on se dit, est-ce qu'on n'est pas sur du tout petit, en fait? On est là pour sauver quelques cachalots dans un endroit. Et en fait, dans ces moments-là, mais tout se joue pour moi, tout devient mais éclatant d'évidence de pourquoi je fais tout ça. Ce qui n'est pas toujours évident, cette évidence-là, parce que quand on est dans
dans des endroits, quand je vous dis travailler sur les pollutions chimiques, on est avec des gens de l'industrie, on fait face à des lobbies puérils parfois, qui ont des méthodes assez violentes. Hein. On a des procès, des menaces de procès en diffamation, où on risque vraiment extrêmement gros. Enfin, c'est pas toujours, on a des menaces, tout ça, bon, comme tous les activistes hein, à travers le monde, j'ai rien de très original sur ça. Mais c'est dans ces moments où moi je suis, où en fait je suis à la racine de ce pourquoi je me bats. C'est aussi simple que ça. Donc moi, ça a été les glaciers parce que j'ai grandi en Savoie. Et avec des parents, un frère qui est d'autres montagnes. Donc c'est soit je vais faire un peu d'alpinisme, soit je vais en mer, qui est finalement encore plus mon endroit. Et d'être face aux vagues et d'avoir uniquement comme obsession nuit et jour, parce que c'est aussi la nuit de écouter, est-ce que les clics sont bien les clics, est-ce qu'un cachalot ici ou là, cuisiner, parce que c'est principalement quand même mon rôle à bord, c'est plutôt de faire des petits plats pour les chercheurs en bioacoustique. Et en fait, c'est des moments extrêmement simples, mais qui me rappellent juste pourquoi je me bats. Et je culpabilise jamais de faire un pas de côté. Je culpabilise pas de la même manière de reprendre des études aussi et d'être à Oxford en ce moment, parce que personne n'est remplaçable d'abord. Et surtout, on est sur une lame de fond, on est sur un marathon. Donc on se passe des relais. Et ça, je pense que c'est très important de ne pas être hégémonique, mais de se dire, il faut qu'on se passe des relais, il faut qu'on soit capable de faire un pas de côté avant qu'on tombe en courant trop vite. Et bon, on va passer le relais à la dernière question. On m'entend? Ok. Moi, je suis militante écologiste en Espagne et là-bas, je trouve que c'est un peu compliqué de... Genre en 2019, c'était très important, le climat c'est devenu très populaire, mais maintenant, il y a le housing, genre le logement, la santé, aussi les migrants et les guerres qui sont plus actuels. Et je ne sais pas si c'est comme ça en France aussi, mais on a eu un peu de difficulté à que le climat et l'environnement restent un thème actuel et que les gens soient encore intéressés et encore préoccupés pour ce qui va arriver et pour l'éviter. Comment vous faites ici pour garder les gens, genre pour que les gens ils continuent à s'impliquer dans cette lutte? Je vais rapidement, parce que j'essaie déjà d'aborder un peu ça, promis. Voilà. Mais merci beaucoup pour cette question. C'est bien de savoir qu'on est des Espagnols, des collègues espagnols. Moi, je dirais ne pas avoir de chapelle et de posture. Donc, quand là, je vois qu'il y a et donc, c'est-à-dire aussi se confronter à des opinions différentes de soi, se confronter à des gens qui pensent contre nous habituellement, pour comprendre quelles sont les préoccupations, quels sont les maux. Et donc là, quand je vous parle de menaces écologiques, de guerre à mener contre la destruction du vivant, d'insécurité ou de réponse à l'inverse à une sécurité climatique, c'est parce que c'est les thèmes qui aujourd'hui traversent les inquiétudes. Et donc on se dit, plutôt que de se dire très bien, bah mince, ils vont écarter notre propre priorité, se dire très bien comment est-ce qu'en fait, vous voulez qu'on parle de sécurité? Mais qu'est-ce qu'on fait alors de l'insécurité totale de notre système économique qui risque de s'effondrer avec la chute de la biodiversité? Qu'est-ce qu'on fait de l'insécurité totale d'habiter dans des maisons qui vont se rétracter parce que l'argile est en train de le faire? Qu'est-ce qu'on fait dans un monde d'insécurité totale où les assurances ne nous assurent plus ce qui s'est déjà passé à Los Angeles, parce qu'on parle de milliards d'euros en jeu, où en fait on va devoir vivre dans un monde d'insécurité si on ne fait rien face à la catastrophe climatique. Donc c'est d'être capable, comme au judo, de prendre la force de l'adversaire pour la retourner contre elle. C'est souvent beaucoup plus facile que de nous-mêmes pousser tout seul dans le vide. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie. Merci Camille. Merci beaucoup.